Mesdames, messieurs et autres, bonjour. Bienvenue sur ce live et désolé du coup pour le petit retard qu'on a eu à cause de soucis techniques. Alors déjà, est-ce que vous nous entendez bien? Si vous pouvez nous faire un retour. Est-ce que le son est nickel? L'image, est-ce que c'est bon? Bonjour Béné. Super, nickel. Du coup, le logo que vous voyez en bas à droite, c'est notre nouveau logo de l'association Histoire Unime. On remercie William du coup de nous l'avoir fait. Et donc, du coup, cette émission, la CAHUT, où on vulgarise l'histoire, est présentée donc par Marine, ici. Marine, peut-être une petite présentation? Du coup, je suis étudiante en L1 à l'Université de Lille. Et puis voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, clairement. On a Tom Servière également. Bonjour à tous. Bon, moi, du coup, c'est Tom Servière. Je suis président de l'asso Histoire, donc on est bien ensemble aujourd'hui. Ça va être sympa. Désolé vraiment pour le retard. Petit souci technique, mais bon, on va faire en sorte de rattraper ça rapidement. Ça va être sympa. Merci à tous d'être présents. Du coup, moi-même, Quentin, vice-président de l'association Histoire, et du coup, j'ai le plaisir de vous présenter cette émission aujourd'hui. Et également, du coup, Éric Tessier. Eh bien, bonjour à tous. Oui, ben moi j'ai des cheveux gris à côté, je me sens très très vieux, mais ça va aller quand même. Donc, je suis très content d'être ici. Je suis professeur donc d'histoire romaine, entre autres, à l'université de Nîmes. Et je salue le travail de ces étudiants qui vont rendre l'histoire encore plus vivante. Donc, du coup, une petite vulgarisation historique aujourd'hui. Et c'est Éric Tessier qui va commencer avec une chronique sur le crocodile de Nîmes. Une présentation du coup sur notre terroir. C'est à vous. Mais voilà, l'idée un peu de cette chronique, c'est de parler d'histoire, de parler de manière, bon, on va dire, assez accessible, intéressante, amusante, si possible, et aussi d'essayer de parler de notre terroir, de parler donc de notre patrimoine. Et c'est vrai qu'à Nîmes, on a une image, c'est l'image du crocodile. Le crocodile, ben, il est partout. Alors, on l'a sans doute à l'écran, ça y est, oui, je ne vais pas la voir là, très bien. Donc le crocodile, il est partout, c'est vraiment l'emblème de la ville. On a le crocodile sur les armoiries de la ville officielle. On a aussi le crocodile, ben, c'est notre équipe de foot, les crocos, donc, qui sont là. Puis les crocos, on les voit partout, on les voit sur les grilles des jardins de la Fontaine, sur les monuments publics, dans les fontaines même de Nîmes. Ils sont partout. Il y a même donc des bonbons qui sont de l'effigie du crocodile, des bonbons qui sont fabriqués dans le Gard, faut bien le dire. Alors, pourquoi ce crocodile? Pourquoi on a le crocodile donc à Nîmes un peu partout? Eh bien, il faut remonter aux Romains. Il faut remonter à ce qu'on appelle donc l'as de Nîmes. L'as de Nîmes, donc voilà un exemplaire donc recto verso, côté face avec deux bustes, côté pile avec le fameux crocodile. Et donc on appelle ça un as, donc c'est une monnaie romaine. Alors qu'est-ce que c'est un as? On a plutôt l'habitude avec Astérix de parler de sesterces. On sait que le Christ a été vendu pour 30 deniers. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, une petite explication, il faut que les choses soient claires. On ne recule devant aucun sacrifice. On va parler donc de monnaie un petit peu, voilà. Parce que là on voit le... Bon. Donc ça c'est un as de Nîmes, Et un sesterce, c'est ça. Un sesterce, c'est une pièce de bronze, plus grosse, et donc il y a une valeur qui est différente entre le petit as de Nîmes et la pièce de bronze. Mais si on a beaucoup de choses à payer avec cette grosse pièce de bronze, ben, il vaut mieux passer par des deniers d'argent, les fameux deniers de Judas, c'est une toute petite pièce, qui vaut 4 sesterces. Et l'as lui-même, eh ben, c'est ça un as, un véritable as. C'est plus petit que le soi-disant as de Nîmes. Donc un as, c'est la petite pièce. L'as de Nîmes, en fait, c'est un double as, qu'on appelle un dupondus. Et le sesterce, il vaut 4 as. Et le denier vaut 4 sesterces. Donc, si on reprend dans l'autre sens, un as, ça vaut 2 as, ça vaut 4 sesterces, et ça vaut un sesterce, pardon. Je recommence. Un as, un double as, ça vaut 4 sesterces. Non, je vais y arriver quand même. C'est ça aussi. Un as, un double as, 4 as, ou un sesterce. Et ça, c'est le denier qui vaut 4 sesterces. Donc, le denier vaut 16 as. Je ne sais pas si tout le monde a bien compris. Mais c'est comme ça qu'on calcule dans les villes romaines. Pour vous faire un petit rapprochement donc en taille, vous voyez, notre fameux as, plutôt Dupondus de Nîmes,
Il a la taille à peu près d'une pièce de 2 euros. Combien ça vaut en vrai? Difficile à dire. On va dire qu'un as de Nîmes, ça vaut, on va dire, 2 pichets de main, à peu près, pour vous donner un peu une idée. Donc voilà un peu le système monétaire romain. Et donc on a cet as qui est frappé à Nîmes. Alors pourquoi à Nîmes? Comment on sait? Parce que c'est quand même tout à fait lié à Nîmes, c'est marqué dessus. Et donc, on a d'un côté donc, ces deux têtes de 2 personnages qui ont marqué donc, la cité de Nîmes, on y reviendra, c'est Agrippa d'un côté et son beau-père, l'empereur Auguste, de l'autre. Et sur la partie pile, on a l'as de Nîmes, donc du Pont-Auguste de Nîmes, avec le fameux crocodile. On retrouve le crocodile ici, avec marqué dessus Colnem, ça veut dire la colonie des Nîmois. On reviendra sur cette idée-là, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, pour comprendre le crocodile de Nîmes, il faut revenir à l'Égypte antique, il faut revenir à Cléopâtre et à Jules César. Alors l'Égypte, pour les Romains à cette époque-là, qu'est-ce que c'est? C'est un grenier à blé. C'est un grenier à blé, ça permet de produire beaucoup de blé, c'est un pays qui est très riche, assez fascinant. Et jusqu'à César, on va dire que c'est un protectorat romain. C'est pas encore une colonie, c'est pas encore une province. Il y a une reine d'Égypte, la fameuse Cléopâtre, donc il y a une histoire entre César et Cléopâtre. Donc jusque-là, tout va bien. Cléopâtre, évidemment, après la mort de César, va se retrouver toute seule. On voit là donc un buste de Cléopâtre, qui n'est rien d'égyptien, parce que c'est une princesse macédonienne, en fait, elle descend d'un général d'Alexandre, et elle est aussi bien représentée sous des traits de classiques, plutôt grecs, que sous des traits égyptiens. Là aussi, on a encore à nouveau Cléopâtre, mais en version pharaonique, et qui est avec son deuxième grand amour, c'est Marc-Antoine. Marc-Antoine, donc, un grand général romain. L'histoire ne va pas s'arrêter là. Marc-Antoine va se retrouver en guerre contre Octave, le futur empereur Auguste, et Cléopâtre est entre les deux. Elle va évidemment aller du côté de son mari, puisqu'elle va finir par l'épouser, Marc-Antoine, et elle est prise dans cette guerre civile entre les Romains et entre eux, et donc elle est l'alliée d'un des partis romains. Alors, on a une question dans le chat. Quelle époque pour les pièces? Les As de Nîmes. Alors, l'As de Nîmes, j'allais y venir, mais bon, voilà, c'est juste après ça. C'est-à-dire juste après la bataille d'Actium, dont on va parler maintenant, donc en 31 avant Jésus-Christ, et on estime que ces pièces ont été frappées entre 27 avant Jésus-Christ et 14 après Jésus-Christ, c'est-à-dire le règne de l'empereur Auguste. D'accord. Ça fait 40 ans, et c'est très bien de le situer. Donc, on en est là, donc on passe à la bataille d'Actium, on voit là une vue péplum de la bataille d'Actium, le fameux Cléopâtre de 1963 avec Liz Taylor et Richard Burton, mais Tom nous en parlera davantage une autre fois. Et donc cette bataille, elle oppose donc les galères d'Antoine et de Cléopâtre aux galères d'Octave, mais qui sont commandées par Agrippa. Donc Agrippa qui est le gendre d'Octave, qui est son amiral, son maréchal, son grand patron de l'armée, et qui va donc écrabouiller la flotte romano-égyptienne. Et donc ça va entraîner la prise de l'Égypte, la conquête de l'Égypte, et la mort de Cléopâtre. Là, on a un tableau du 19e siècle, mais bon, on a des milliers de représentations de cette mort héroïque, et à partir de là, on a l'Égypte qui devient une province romaine. L'Égypte est captive, et ça on le voit sur d'autres pièces. Vous voyez, ici on a un denier, une petite pièce en argent, comme celle que j'ai montrée, où il y a marqué Egypto capta, c'est-à-dire l'Égypte captive de qui? Eh bien, du fils de César, c'est-à-dire Octave, le fils adoptif de César, qui va devenir donc bientôt l'empereur Auguste. Donc on a bien ce lien entre le crocodile et l'Égypte. Le crocodile, c'est le symbole de l'Égypte, du Nil. Puis c'est aussi un dieu égyptien. Les Romains se moquaient un peu des Égyptiens qui avaient des drôles de dieux avec des têtes d'animaux, dont notamment des têtes de crocodile. Et donc c'était une forme un peu caricaturale de l'Égypte. On a même des caricatures encore plus nettes, où on voit là cette lampe à huile qui est chevauchée qui montre un crocodile chevauché par la reine Cléopâtre, qui évidemment mise un peu de manière très très péjorative. Bon, lampe à huile on voit pas trop, alors des fois c'est mieux de mettre le dessin à la place. Et là, le dessin est beaucoup plus clair. On comprend que les Romains ont une vision assez particulière de l'anatomie des crocodiles. Enfin, le but est de dire que Cléopâtre, c'était une prostituée,
tuer, c'était quelque chose d'horrible, et que finalement les Romains ont bien fait de conquérir cette terre. Alors, ça nous ramène à notre as de Nîmes. Donc voilà, j'ai précédé donc la réponse, qui va être frappé à Nîmes entre 27 avant Jésus-Christ et 14 après Jésus-Christ, c'est-à-dire tout le règne d'Auguste, un long règne de 40 ans. Et c'est pour ça qu'on retrouve les deux. On retrouve donc notre amiral Agrippa à gauche et Octave Auguste à droite et le crocodile derrière. Alors c'est frappé à Nîmes, c'est-à-dire c'est frappé donc avec un coin monétaire, c'est-à-dire qu'il y a un coin normand, un coin qui est frappant, on frappe dessus avec le jeton qui est métallique et qui du coup va prendre les deux empreintes. C'est comme ça qu'on fabrique les monnaies. Et on les fabrique donc dans les jardins de la Fontaine actuelle, qui était un grand sanctuaire à l'époque, et donc c'est là où on fabrique ces monnaies. Alors vous allez me dire, oui, mais du pondus, d'accord, c'est 2 pichets de vin, mais si je veux qu'un seul pichet de vin, donc c'est ça le problème de la petite monnaie, souvent on manque de picoter. Qu'à cela ne tienne, c'est très simple. Comment faire de la petite monnaie? Vous prenez un marteau, un burin, voilà, vous prenez votre as de Nîmes, vous mettez le doigt comme ça, vous tapez un bon coup, et vous avez vos deux demi-as de Nîmes, pour se dire un as. Mais si je veux seulement un gobelet de vin, c'est le problème peut être rencontré. Qu'à cela ne tienne, je reprends mon demi-as de Nîmes, je reprends mon burin, je tape un grand coup, et j'ai un quart d'as de Nîmes. Voilà. Tout ça a été fait en direct, je le prouve, Donc là, voilà, voilou. Attends, je vais mettre là. La bonne distance. C'est ça, c'est bon. Donc voilà, on a notre as de Nîmes coupé en deux et même coupé en quatre, voilà, ce morceau-là. Donc voilà un peu comment on fait de la petite monnaie. Je pourrais faire la même expérience avec un billet de 10 €, mais je ne m'appelle pas Gainsbourg, donc je n'ai pas les moyens. Donc c'est pour ça que je limiterai aux pièces romaines. Alors, on nous dit toujours avoir un marteau et un burin sur soi. c'est indispensable à l'époque romaine, ils les mettaient autour du cou, donc c'est pour ça, parce que c'était la carte bleue de l'époque. Donc, revenons à nos pièces, qu'elles soient pleines ou découpées, et donc on va détailler pour terminer un peu ce qu'il y a dedans. Alors, j'ai dit qu'il y avait Agrippa, et on retrouve Agrippa à gauche. Alors vous avez le buste, vous avez donc la pièce donc, de monnaie qui correspond. Donc, alors comment on sait que c'est Agrippa, cette pièce de monnaie? Eh bien, on le sait parce que si vous regardez bien donc, le front d'Agrippa, il a, donc là j'ai mis, donc, j'ai entouré donc, le détail de cette pièce, on voit que sur le front, il a ce qu'on appelle une couronne rostrale. Qu'est-ce que c'est qu'une couronne rostrale? Ben, ça vient du rostre. Le rostre, c'est l'éperon des galères. Ben oui, c'était un amiral, même si le titre n'existait pas à l'époque. Il a remporté une grande victoire, et donc il a donc cette récompense de la couronne rostrale. C'est comme ça qu'on l'identifie. Ensuite, on a Auguste. Alors, Auguste, il est à côté, donc il est là, bon, je refais à la fois la pièce et le portrait. On essaie d'avoir des pièces qui sont ressemblantes. Et comment on sait que c'est Auguste? Ben, tout simplement parce qu'il y a marqué quelque chose au-dessus. Et Impe Divif F, alors ça veut dire quoi? Ben, Impe, c'est Imperator, fils du divin, ça veut dire fils du divin César. Donc César que j'ai mis juste à côté, donc voilà, c'est vraiment le fils de César, on rappelle ça, sur la monnaie. Et alors, pourquoi les Nîmois? Eh bien, les Nîmois, il suffit de retourner la pièce, et au-dessus du crocodile, on a Col Nem, c'est-à-dire colonie des Nîmois. Alors, colonie, c'est pas péjoratif, hein, il faut tordre le cou à une légende, il n'y a pas eu des colons romains à Nîmes. Colonie, c'est une colonie latine, c'est-à-dire que Nîmes a gardé son autonomie, la preuve, les Romains leur laissaient frapper des pièces donc, chez eux. Et donc, c'était plutôt un titre honorifique de ces Nîmois qui avaient gardé une certaine autonomie. Et pourquoi ils ont gardé une autonomie? Ben, parce qu'ils ont toujours été l'allié des Romains, ils ont toujours misé sur le bon cheval, et très certainement ils étaient quelque part à la bataille d'Actium. Comment on peut le deviner? Eh bien, si on détaille, on voit qu'au-dessus de ce crocodile, on a, je l'ai entouré donc en rouge, on a une couronne de laurier. Bon, c'est pas très net, mais faites-moi confiance. On a aussi en vert une palme, c'est la palme du triomphe. Comme la couronne de laurier, ce sont deux éléments qui sont liés à une victoire, donc Axiom, qui sont liés aussi au dieu Apollon, qui était le protecteur d'Auguste. Et enfin, vous avez aussi une chaîne et un collier. Ça veut dire que le crocodile, qui est l'Égypte, a été captif, enchaîné par une victoire. La victoire, c'est la victoire d'Axiom. Vous voyez, c'est une sorte de rébus
qui permet de comprendre finalement que certainement les Nîmois de l'époque, les Gallo-Romains de l'époque, les Volcari comiques, avaient participé à ça. Et c'est confirmé par ce fameux colnem, voilà, qui est donc là entouré donc en rouge là-dessus, et qui nous identifie cela. Alors, comment on passe, et je terminerai là-dessus, de la monnaie romaine à l'armoirie, les armoiries de Nîmes, le crocodile un peu partout, ben c'est une histoire qui vient de la Renaissance, 1536. François Ier, qui est un roi de la Renaissance, qui est en Italie, qui est fasciné par tout ce qui est antique et romain, m'a dit, ah, quand même, c'est pas la peine d'aller à Rome, le Colisée, on l'a sur place. Et c'est lui le premier qui a l'idée de dire, bon, il faudrait dégager toutes ces maisons un peu de briques et de broc qui sont dans l'amphithéâtre pour le rendre à son antique splendeur. Et les Nîmois qui, à cette époque-là, s'intéressent déjà à leur patrimoine, qui trouvent des tas de pièces comme ça, les fameuses as de Nîmes, se disent, ah ben sire, ça serait bien qu'on change des armoiries et qu'on utilise ça, ce symbole romain. Pour eux, c'était une sorte d'armoirie romaine, ce qui était faux, ce n'était pas le cas, mais ils voulaient faire le lien avec la romanité. Le roi, qui passe après, ça ne coûte rien, dit, mais allez-y, faites donc. Et là, on voit qu'il y a une erreur d'interprétation. La palme du triomphe est devenue, à cette époque-là, un palmier, ce qui n'était pas vraiment le truc d'origine. Mais peu importe, on retrouve le reste, le crocodile enchaîné, la couronne de laurier et le colnem qui identifie ça à Nîmes. Et enfin, l'histoire a continué. En 1985, on a modernisé ce logo. Donc là, on est avec Philippe Starck. Et on retrouve donc ce logo de Nîmes modernisé un petit peu partout dans la ville. Et les Nîmois se sont, depuis maintenant longtemps, approprié cet emblème, cet animal, comme leur symbole nîmois. Alors, des mauvaises langues disent aussi que le crocodile, c'est quoi? C'est un animal qui a une gueule comme ça et des pattes comme ça. Mais c'est les Montpelliérains qui disent ça. Il faut pas du tout croire à ce genre d'interprétation. Je la récuse totalement. Donc, voilà l'histoire du crocodile de Nîmes. Voilà pourquoi on en est là. Et voilà, bon, ça permet aussi un petit peu de parler de monnaie romaine, ça nous permet de voir un peu l'histoire sur le long terme, et donc voilà, de parler de ce patrimoine immatériel qu'est le crocodile. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous renvoie à un excellent ouvrage de Jean-Pierre Terrien. C'est L'As de Nîmes rime avec énigme. Alors c'est un ouvrage de numismatique, mais de numismatique très très abordable, avec beaucoup d'images assez drôles, et qui remet donc le crocodile de Nîmes, enfin l'As de Nîmes, dans ce contexte romain. Je ne saurais trop vous conseiller d'y jeter un coup d'œil. Voilà pour cette première chronique, et s'il y a des questions, évidemment, c'est avec plaisir. Évidemment, du coup, on attend les questions. Merci Éric Lessier pour cette chronique sur les énigmes. Des questions dans le chat, du coup? Rappeler peut-être aussi pour ceux qui éventuellement suivent le live et qui ne sont pas forcément en filière histoire ou qui n'en ont pas entendu parler, la numismatique, du coup, c'est l'étude des pièces de monnaie. Absolument, c'est une science de l'histoire, c'est une science très importante, et d'autant plus pour des périodes comme ça, où on n'a aucun papier, on n'a pas d'archives qui nous soient parvenues, tout a disparu depuis très longtemps, mais la pièce qui reste dans le sol pendant 2000 ans, elle va nous dire des choses, il faut les interpréter, c'est des fois un peu une énigme, comme l'As de Nîmes qui rime avec énigme, mais ça nous permet de dire notamment ça, que les Nîmois étaient finalement en très bons termes avec les Romains, c'était des Gaulois, mais qui avaient choisi le camp de Rome. Alors, on a une question de Ken Aliénor. Nîmes avait d'autres armoiries avant de se réapproprier le crocodile? Oui, Nîmes avait des armoiries, c'était un taureau. Bon, là aussi, c'était assez logique, quoi, donc, vu les traditions taurines de la région. Et c'est à ce moment-là, ce moment de François Ier, qu'on a voulu changer, parce que le crocodile, ça se déchique, parce que bon, c'était un peu exotique, il n'y a pas d'autre ville à ma connaissance qui a un crocodile, des taureaux, ça va se trouver. Et surtout, ça faisait le lien avec l'Antiquité. C'est Nîmes, la Rome gauloise, bon, c'est pas tout la Rome française, mais c'est pas forcément vrai. Mais en tout cas, il y avait cette fierté des Nîmois dès cette époque-là, d'être romain, en tout cas d'être l'héritier des Romains. Et donc, c'est vrai que ça montre, c'est aussi une des raisons qui fait que Nîmes a conservé un patrimoine fantastique, parce qu'on l'a mieux conservé qu'ailleurs. Peut-être parce que les Nîmois se sont appropriés ce patrimoine matériel avant les autres. Ils en ont eu conscience avant les autres. Bon, ça ne touchait pas tout le monde, mais il y avait des érudits Nîmois qui s'intéressaient à ça. Et du coup, ça a permis de protéger ce patrimoine qu'on a encore sous les yeux aujourd'hui. On a aussi une question de Obeneyop. Y avait-il d'autres types de pièces à Nîmes? Oui, il y avait d'autres pièces à Nîmes avant l'As de Nîmes. On avait des pièces véritablement gauloises,
Alors, les premières, c'était des pièces qui étaient imitées des pièces de la Marseille grecque. Et du coup, les inscriptions étaient en caractère grec. On dit que les Gaulois ne connaissaient pas l'écriture, c'est faux. Donc, Namazatoi, on l'a en grec déjà. Les Nîmois, on l'a sur des pièces gauloises d'imitation grecque. Assez vite, ils ont pris des pièces donc aussi qui étaient plutôt des imitations romaines, avec la Volc Arec, c'est-à-dire que là, on prend l'alphabet latin, ce qui montre l'évolution de l'influence culturelle des Romains sur la région. Et ils ont développé ce monnayage local, on va dire, c'est ce monnayage de la cité pré-romaine. Ensuite, il y a eu ça, et après 14, ben, de toute façon, il n'y a plus de frappe locale. C'est la monnaie que j'ai montrée, les autres monnaies, frappées à Rome ou dans d'autres ateliers, qui sera utilisée par les Nîmois jusqu'à la fin de l'Empire romain. D'accord. Eh bien, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Merci, C'est que Éric j'ai dû Tessier. être clair. Merci, Tout le monde est parti. Merci à vous. Marine, qui va nous présenter une chronique sur le roman national. Marine, c'est à toi. Ah oui, du coup, je me suis dit qu'il fallait un sujet qui n'aurait pas de contenu. Et pour le coup, avec le roman national, on a de quoi parler. Au niveau du cadre temporel, on peut clairement partir de Vercingétorix ou Clovis, ça dépend des avis, et arriver à aujourd'hui. Donc typiquement, on va penser à Astérix Obélix. Mais moi, j'ai décidé du coup de me concentrer sur 1870, enfin, les années qui suivent, parce que on peut pas, clairement, on ne peut pas tout expliquer. Et du coup, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, il va falloir un peu contextualiser. En gros, pourquoi on va avoir besoin de créer ce roman national, pourquoi on va avoir besoin de créer, enfin, de mettre en avant des héros nationaux. Et voilà. Du coup, clairement, 1870, qu'est-ce qui se passe? Enfin, déjà, c'est les 150 ans cette année, juste pour dire, à la fois de la guerre franco-prussienne, de la défaite française, c'est pas de leur mais bon, voilà, et du début de la Troisième République. Concrètement, les Français, ce qu'ils ressentent, c'est qu'il y a vraiment une grosse humiliation. Donc à la fois, faut partir de avant la guerre franco-prussienne, donc les causes un peu. Donc en gros, vite fait, c'est la question du nationalisme en fait, du côté des Prussiens, de la coalition qu'il y a autour. En gros, on va vouloir s'unifier. Sauf que, bon, évidemment, Bismarck, c'est le premier, c'est le ministre en gros qui est important de Guillaume Ier, qui est roi de Prusse. Et lui, en fait, il va vouloir éliminer tous ceux qui vont pouvoir se mettre dans son chemin, c'est normal. Et par rapport à Napoléon III, il va faire en sorte de faire croire internationalement que c'est lui qui a voulu la guerre, donc avec la célèbre dépêche Thames. Et du coup, au final, il se trouve que c'est lui qui a. On a l'impression que c'est Napoléon III qui a déclaré la guerre, alors que c'est clairement Bismarck qui lui a tendu une perche. Il voulait en fait mettre quelqu'un de la famille de Guillaume Ier sur le trône d'Espagne, ce qui est impossible clairement pour Napoléon III. Il regarde à droite, il voit eux, il regarde dessus, c'est pas possible. Il ne peut pas se faire encercler par Guillaume Ier et sa famille. Du coup, il se dit je vais déclarer la guerre. Clairement, c'est pas possible. Il déclare la guerre, sauf qu'au final, il se trouve que c'est lui qui la perd. Et très rapidement, militairement, c'est un échec, parce qu'il faut se dire, l'armée française, elle était périmée, ça faisait un moment qu'elle n'était pas sortie, ils étaient un peu rouillés. Et de l'autre côté, donc d'abord les Autrichiens, les Prussiens, puis les Allemands, c'était une sorte de coalition, ils vont montrer qu'en fait, eux, ils font le poids, clairement. Ils sont beaucoup plus nombreux aussi, et ça va arriver en fait à la célèbre défaite à la bataille de Sedan. Et en fait, le 2 septembre 1870, on a Napoléon III, du coup, qui va être obligé, il est obligé de capituler. Et là, du coup, évidemment, en France, on n'est pas très, c'est pas le top, quoi. Je veux dire, on se sent humilié. Et après, du coup, il faut préciser aussi, ça va être important. On y reviendra par la suite, que donc 2 jours plus tard, cette capitulation, on a la Troisième République qui va commencer, qui va être déclarée par Gambetta. Et en gros, c'est eux qui vont se prendre, qui vont devoir, recommencer à reconstruire justement la France sur tous les points de vue. Mais il n'y a pas que ça comme humiliation concrètement, il n'y a pas que ça, parce que certes, on a la capitulation le 2 septembre, mais capitulation, ça ne veut pas dire que tout le monde s'en va, que les Prussiens ils se disent je vais rentrer chez moi.
Parce que ils vont quand même arriver jusqu'à Paris, ils vont quand même pas mal rentrer dans le territoire et assez facilement, puisque les soldats français ils sont un peu désespérés, clairement, ils vont pas trop forcer, ils vont pas trop se battre. Et du coup, en fait, cette guerre, ce conflit, il va se terminer vraiment le 10 mai 1871, donc il y a le temps quand même, avec le traité de Francfort. Et dans ce traité, il y a quelque chose qui est assez connu, parce qu'on va en subir les conséquences au XXe siècle avec les deux guerres mondiales. La France, en fait, elle a donné, parce qu'on peut clairement limite dire, c'est un peu comme ça qu'on le sent du côté des Français, l'Alsace et une partie de la Lorraine, donc la Moselle. Et justement, ce sentiment d'avoir laissé en fait partir ces deux territoires, ils sont pas contents clairement les Français. Ils ont l'impression qu'on leur a pris sans qu'on ait forcément essayé de les garder. Voilà. Et ensuite, il y a une dernière qui n'est pas des moindres humiliations, c'est Guillaume Ier, donc qui était roi de Prusse, et Bismarck, celui qui a justement fomenté cette arnaque en fait. Pour que Napoléon III déclare la guerre, ils se disent, bon, déjà, on les a humiliés, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer le nouvel empire en France. Et ils choisissent pas mieux comme lieu, ils choisissent Versailles. Donc, clairement, Versailles, on pense direct à l'absolutisme, à Louis XIV, donc ils se sont dit, on va encore plus les humilier. Enfin, clairement, c'est ça. Et ça marche vraiment. Donc on a tous ces éléments qui vont faire qu'on va avoir besoin de reconstruire une image en fait de la France. Et en fait, l'impression qu'on a, c'est que si on a perdu la guerre franco-prussienne, c'est parce qu'on était moins patriotique que les Prussiens, que les Allemands. Enfin, maintenant, du coup, après justement la déclaration de l'Empire, on peut dire que c'est les Allemands, parce que jusqu'à présent, on ne pouvait pas trop parler, d'Allemagne. L'Allemagne qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'à partir de ce moment-là. Et en gros, c'est la Troisième République va devoir reconstruire une image et ça va notamment se traduire, par exemple, avec ce que vont faire certains personnages comme Lavis. C'est son nom de famille, du coup, il s'appelle Ernest Lavis. Et lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de comprendre pourquoi on a perdu, pourquoi les Allemands plutôt ont gagné. Il va se rendre 3 ans en Allemagne et il va étudier, il va rédiger des bouquins, il va faire tout ce qu'il veut un peu, et il va se rendre compte que niveau éducation, parce qu'il s'agit bien ici quand même d'un sujet, c'est important, l'histoire de l'enseignement, encore aujourd'hui d'ailleurs, il va se rendre compte qu'en fait, cette idée de roman national, cette idée d'héros national, de mettre en avant des personnages historiques qui ont marqué une époque à travers un événement, ça existe déjà en fait. Et c'est soi-disant comme ça en fait qu'on crée on fait des Allemands patriotiques et tout ça. Du coup, il rentre en France et il dit, moi concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Je schématise évidemment. Et il rédige un manuel qui a marqué l'histoire concrètement, qui s'appelle Le Petit Lavis. Et ce Petit Lavis, donc, du coup, vous ne voyez pas ce qu'il y a écrit dessus, sur la première couverture, directement, on rentre dans le vif du sujet. Il y a écrit « Enfant, tu vois sur la couverture de ce livre les fleurs et les fruits de la France. Dans ce livre, tu apprendras l'histoire de la France, tu dois aimer la France, parce que la nature l'a faite belle et parce que son histoire l'a faite grande. » Bon, il annonce la couleur, il va pas forcément mettre en avant les choses, le sombre, en fait, le côté sombre de l'histoire. En fait, dans les manuels scolaires en général de l'époque, on va avoir par exemple, je vais prendre des exemples parce que sinon ça va pas être possible, typiquement les Gaulois. Ça ressemble à quoi un Gaulois dans les manuels scolaires de l'époque? Ça a un casque, voilà, une moustache, une petite arme pas loin, et activité principale, la baston. Clairement, c'est ça, il faut encore se casser. Sauf que bon, on s'est rendu compte assez rapidement que historiquement, c'est pas tellement vrai. Enfin, c'est même. Non, en fait, c'est pas vrai. Mais ça permet de mettre en avant des valeurs, une image positive, de dire bon, oui, on a perdu 1870, on a perdu la guerre, mais on est capable, en fait, on sait se battre, c'est nos ancêtres. En fait, il n'y a vraiment pas de différenciation entre c'était il y a des siècles et des siècles et aujourd'hui. Nos ancêtres, c'est aussi nous. Donc c'est mieux de dire ça que de raconter la vérité en réalité, parce que la vérité, c'est pas ça.
Donc en fait, c'est aussi ça le roman national. Du coup, ça va impliquer que historiquement, il faut avoir une réflexion derrière, une réflexion qui, concrètement, dans le manuel, le petit Lévis, il n'y a pas forcément. Après, il s'adresse à des jeunes, il s'adresse à des 7, 8, 9 ans, certes, mais bon, on est sur vraiment une chronologie d'événements, des événements qui ne sont pas liés entre eux. Typiquement, ce qu'on faisait en primaire, alors on va parler de Vercingétorix, ensuite on va parler de Clovis, de son sacre, et après on passe à Jeanne d'Arc en fait. Mais au milieu, il y a quand même des trucs, et puis il n'y a pas trop de prise de recul. Marine, on a une question dans le chat. Nine qui veut savoir, finalement, est-ce qu'il voulait que la future génération redevienne patriotique? Ah bah ça en fait, il n'y a pas eu, comment dire, il y a eu des périodes, on va dire, c'est-à-dire que jusqu'en 1950, on va rester un peu dans le mood de mettre en avant justement des héros nationaux. Et oui, en fait, c'était ça l'idée, c'était pour partir sur de bonnes bases, parce qu'il faut rappeler que la Troisième République, depuis la Révolution française, on a quand même une relative instabilité. On a eu 2 empires, 3 monarchies, et là, on entame la Troisième République. Alors, eux, évidemment, les républicains, ils disent, bon là, va falloir faire quelque chose pour que ça reste quand même. On n'a pas envie d'avoir un Bonaparte qui revienne, là, qui nous fasse son coup d'État, ou voilà, on l'a déjà vu, il faut arrêter. Du coup, oui, pour eux, c'est nécessaire, en fait, on va dire. C'est partir sur de bonnes bases, et ça fait partie de l'esprit républicain qu'on veut construire. Ça va avec aussi les lois Ferry, donc on connaît 1882, école laïque, gratuite, obligatoire, où on ne veut plus qu'on va avoir la main sur ce qu'on enseigne, et on veut un enseignement global. Donc oui, du coup, oui, carrément. D'accord. Du coup, j'en étais à ouf. Ça, c'est le problème après. Ah oui, du coup, là, je donne un exemple d'un peuple, mais pour que ça parle plus, peut-être, il faudrait donner un exemple d'un personnage. Alors, concrètement, bon, pas d'exemple. En gros, tous les personnages historiques qui viennent en premier, ils font partie clairement du roman national. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut dire Jeanne d'Arc, Clovis, Vercingétorix, et il y en a encore multiples. Mais moi, le premier auquel j'ai pensé à Charles Martel. En fait, c'est ça le plus connu. Mais je sais pas, je me suis dit c'est le plus simple pour expliquer l'idée. Alors lui, concrètement, il a fait quoi? Donc on se place en 732. Il a repoussé en fait les Arabes à Poitiers. Sauf que dans les manuels scolaires, ce qu'on va dire clairement, c'est qu'il a empêché une invasion. Donc, ça veut dire clairement, eux, ils arrivaient avec leurs valises, ils posaient leur tente et ils restaient. Ça veut dire là aujourd'hui, peut-être que ça aurait pas été français. Sauf qu'en réalité, donc on manque de sources, mais on pense plus que c'était une incursion. C'est-à-dire qu'ils arrivent, donc ils violent tout le monde, ils pillent tout, toutes les joies de... Enfin, on connaît. Mais, et ensuite, il serait parti. Bon, on ne sait pas s'il serait allé plus loin, Poitiers et tout, certainement, mais donc il a quand même fait en sorte qu'il parte. Mais bon, ça fait plus glorieux de dire, le petit Charles, il a fait en sorte que les Arabes, ils partent, en fait, on a empêché une invasion. Aujourd'hui, peut-être qu'ici, ce serait plus français, ce serait un peuple arabe, ou je sais pas moi, quelque chose d'autre. Donc en gros, on dit clairement, on sait repousser l'ennemi. C'est ça en fait qu'on met en avant, c'est que les Français, on est capable de repousser l'ennemi, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de distinction. Nos ancêtres, c'est nous, c'est notre histoire, donc on est encore... lui, il a fait, donc nous aussi, on est capable de le faire. Parce que ils ont tout le temps, à l'époque, dans la tête, la défaite du coup de 70, cette grosse humiliation, et on a besoin, les républicains ont besoin de repartir sur de bonnes bases. Clairement, c'est ça. C'est... du coup, après, niveau des exemples pour illustrer ça, il y en a tellement, mais j'espère que vous avez compris. Donc, ce qui est important, c'est que ça implique une déformation de l'histoire. Concrètement, on va caricaturaliser, on va mettre en avant des traits de caractère ou des événements. On va toujours avoir un personnage historique, une date, un événement, et pas plus loin que ça, quoi. Donc ça pose des problèmes au niveau de l'histoire. Voilà. Je crois pas j'ai d'autres trucs à dire. Après, on pourrait voir comment ça a évolué et tout, mais jusqu'à nos jours.
Effectivement, puis même du coup un commentaire assez original. Jacques Martel, Marine Le Pen, même combat. Donc, on parle bien de Charles Martel. Ouais, déjà. Merci Marcel. Et puis même du coup effectivement, comme on a un commentaire en dessous, trop simpliste comme déduction et comparaison. Alors forcément, le but c'est aussi de vulgariser l'histoire pour la rendre accessible à tous et du coup pour que ce soit compréhensible par la majeure partie de la population. C'est ça aussi. Une question du coup de Ken Aliénor, de la propagande historique au service du patriotisme, sous forme de question. Du coup, en fait, c'est un peu la même réponse que tout à l'heure. Oui, c'est mettre en avant. Oui, c'est ça en fait. On va piocher dans l'histoire, ce qui nous arrange. On transfère un petit peu quand même. On va pas raconter les trucs. On va pas mettre en avant les défauts. Enfin, je sais pas moi, de personnages historiques ou ce qui nous a, ce dont on n'est pas fier. Oui, c'est ça en fait. C'est clairement, il faut avoir des valeurs communes pour pouvoir faire un peuple, unifier tout le monde et faire en sorte que 1870, ça ne se reproduise pas clairement. Donc oui. En fait, il faut, je pense, aussi remettre ça dans le contexte de la revanche. Il y a une telle humiliation que dès 1871 et jusqu'à 1914, les Français se préparent à la revanche. Donc il y a un nationalisme par rapport à ça, mais ce nationalisme, il existe aussi dans tous les autres pays. Et les Allemands se préparent à remettre une deuxième couche aussi. Donc il faut toujours remettre dans le contexte général, et c'est vrai qu'on fait toujours l'histoire de son temps. On va voir les Romains et les Gaulois différemment sous Napoléon III, sous la Troisième République, sous la Quatrième ou la Cinquième. À un moment donné, on dira voilà, nos ancêtres, les Gallo-Romains, on est très fiers d'être finalement descendants des Romains, mais on était encore plus vieux, donc on va aussi s'intéresser aux Gaulois. Après, le Gaulois, c'est le malheureux vaincu, mais très courageux. Voilà. Donc ça veut dire, vous voyez, hein, c'est un gros clin d'œil. Le personnage historique, c'est un peu comme Gambetta. Donc on a perdu, mais on était quand même bon. Et puis après, on va comprendre ça. Après, le Romain, on va le voir plutôt comme le colonisateur qui apporte des lumières. C'est l'époque de la conquête coloniale. On trouve ça très bien. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, on voit que le Romain, il est très très méchant. Quoi. Il marche au pas, il fait des drôles de salut, qui n'ont d'ailleurs jamais existé à l'époque romaine. Et parce qu'on est dans le contexte de l'après-résistance, de la décolonisation, donc on projette l'époque de la post-Seconde Guerre mondiale sur l'histoire. Donc on a toujours fait ça. Puis aujourd'hui, moi, je suis peut-être influencé par mon temps, moi je vois plutôt l'histoire romaine aussi comme une sorte de mondialisation avant la lettre, avec un grand espace économique commun. Donc voilà, c'est ça aussi. Donc c'est vrai que ce que tu dis est tout à fait exact, hein, c'est bien de remettre ça, le roman historique, dans le contexte de la guerre de 70. Mais je dirais que c'est presque le propre de l'histoire. C'est ce qu'on appelle l'historiographie, c'est l'étude de l'histoire par des historiens. Il en est toujours finalement, les historiens d'une époque donnée sont toujours influencés par leur environnement idéologique et historique. Donc c'est tout à fait ce que tu as montré sur la guerre de 70 et juste après. Et puis pour appuyer, du coup, effectivement, la déformation des personnages historiques, Vercingétorix, c'est un exemple parfait, en fait, pour voir ça. Goscinny et Uderzo, hein, dans Astérix, qui nous présentent Vercingétorix, très fier, une grande stature, il jette ses armes aux pieds de César, c'est César qui a mal et qui court, ah, regardez mon pied, je souffre. Alors que quand on sait que dans la réalité des faits, César était sur un tribunal, que Vercingétorix était pitoyable face à lui, et que dans la réalité des faits, ce glorieux libérateur qui est Vercingétorix a quand même dégagé gentiment femmes, vieillards et enfants de la citadelle d'Alésia en les laissant mourir entre les deux remparts. Mourir de faim. Ouais. Donc, c'est ses copains qui l'ont poussé, c'est toi qui nous as mis dans la oui. maintenant, démerde-toi, tu t'expliques avec le même C'est ça. tribunal. Donc c'est aussi intéressant de voir ce qu'on retient des personnages historiques, on déforme, on garde ce qui les arrange. Et en plus, c'est vrai qu'Astérix, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, Astérix, il arrive en même temps que le retour du général de Gaulle. C'est un sacré hasard. Et il faut lire Astérix avec justement les lunettes les premiers, les vrais, les bons, quoi. C'est avec les lunettes d'une France de l'après-guerre. C'est la France du résistentialisme. Les Romains sont ridicules, ils se prennent des baffes. Alors, quand même, ils ont quand même occupé toute la Gaule. Toute la Gaule, sauf un village. Et puis, il y a un truc qui a toujours été surprenant, c'est que les Romains sont en tunique verte. Et le vert, c'est le Felgrand, c'est le vert des soldats allemands, quoi. C'était l'uniforme des soldats allemands. Et quand Goscinny lance son Astérix, l'occupation, c'était juste 15 ans plus tôt, c'était très proche. Donc il y a vraiment cette projection, même ça, Astérix, c'est intéressant.
Parce que c'est vraiment le pur produit du roman national de la Troisième République et de l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc, ils font ça avec beaucoup de talent. Le plus drôle par rapport à ça, c'est le bouclier en verbe. C'est vraiment, donc, on peut tout le lire en double sens, sur la résistance, sur la collaboration. Il y a plein de choses sympas. Le combat des chefs aussi, le chef gaulois assigné, ça doit être un Nîmois certainement, qui dit bienvenue à nos envahisseurs. Quoi. Donc, ça, tout de suite, on comprend ce que ça veut dire dans la fond de la primaire. Une question de Ken Aliénor. Napoléon III et ses fouilles archéologiques a aussi contribué à remettre au goût du jour cette fierté du passé français. Alors oui, Napoléon III et les fouilles archéologiques ont beaucoup contribué à ça, justement parce que c'était le but. C'était le but de Napoléon III, de trouver, face aux Germains qui cherchaient leurs origines également, chez les Teutons, chez les Ariens, trouver leurs origines. Les Français ont fait exactement la même chose, et Napoléon III a redécouvert le site d'Alésia, qui serait aujourd'hui à Alise-Sainte-Reine, selon le consensus d'aujourd'hui. Il est à Alise-Sainte-Reine, n'en déplaise à Franck Ferrand. Et évidemment, ça nous a permis de trouver, on y a trouvé là-bas des grandes ressources archéologiques, hein, que ce soit les armes, les tenues. On a retrouvé des choses très intéressantes qui ont été vraiment utilisées en disant oui, les Gaulois sont sur notre territoire, nous sommes ancêtres, enfin, les Gaulois sont nos ancêtres, et ça a vraiment servi. Et du coup, pour revenir du coup sur ce que disait Éric Tessier, notamment par rapport à l'après-guerre, ça nous fait une transition toute trouvée avec la chronique que Tom Servière va nous présenter sur le cinéma, notamment. C'est ça. Mais avant de prendre l'idée, c'est vrai que quelque part, vous disiez tout à l'heure, quand vous en avez tous les deux parlé, qu'on fait de l'histoire de son temps. Et c'est vrai que, mine de rien, moi je suis, pour les gens, je travaille beaucoup sur l'histoire de la fiction, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que quelque part, même si on fait toujours de l'histoire de son temps, le roman national, s'il est très important et qu'il a une grande influence, c'est parce qu'on voit qu'aujourd'hui encore, le roman national français a eu des influences sur les représentations, à l'écran, dans les bandes dessinées, ce genre de choses. Hein. On n'imaginerait pas un Jules César qui ne ressemblerait pas beaucoup au Jules César d'Astérix. Non, mais c'est vrai, Oui, bien sûr. Et pas que le Jules César d'Astérix ressemble. C'est vrai, mais dans l'attitude, dans tout ce genre de choses, voilà. Je pense que pour beaucoup de Français, le film avec des personnages historiques qui les a le plus marqués, ça doit être, si c'est pas la série Kaamelott, c'est le film Astérix Mission Cléopâtre, ce genre de choses. Donc, quelque part, c'est vrai que Astérix, c'est quand même assez important. Il faudrait peut-être qu'on fasse une émission spéciale Astérix, hein, parce qu'il y aurait des choses à dire. Dites-nous dans le chat si c'est quelque chose qui vous intéresserait, on y réfléchira. Oui, justement, on voulait le dire, alors on va en profiter là, oui, s'il y a des propositions de chroniques, pour moi en tout cas, pour vous aussi peut-être, que notre public n'hésite pas à nous faire des propositions. Bien sûr. On sautera dessus. Ben là, je vous en lancer une, pourquoi pas, Astérix. Astérix sous le regard de l'histoire. Bon, après, il y a l'actualité. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Napoléon en ce moment. Peut-être qu'il y aura, on invitera peut-être quelqu'un, pas encore qui, mais pour parler de ça. Donc, c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait une interactivité, que nos on dit comment, téléspectateurs les viewers. Les YouTubers. Non, les viewers. Non, mais bien sûr. Qui nous propose. On est ouvert aux critiques, donc n'hésitez pas à nous envoyer un message sur nos réseaux sociaux. On est disponible sur Twitter, Instagram et Facebook. Juste, je voudrais ajouter un truc. Juste inviter vraiment à la réflexion sur ce sujet, parce que faut comprendre qu'en fait, le roman national, enfin, la création de héros nationaux, on va dire, c'est une volonté politique à chaque fois. Donc, si on ouvre concrètement, si on analyse les cahiers, les cours des élèves au cours de l'histoire, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs vagues. Donc, comme je disais tout à l'heure, de 1870 à 1950, on va vraiment être justement sur mettre en avant les héros nationaux. Ensuite, après la guerre, on va plus se tourner vers d'autres civilisations, parce que justement, on se rend compte qu'il faut, on veut pas rester centré sur soi-même, parce qu'on a vu justement qu'avec les Allemands, ce qui s'est passé, genre justement le nationalisme et tout ça, ça va durer jusqu'aux années 80, où en fait, on va avoir certaines personnes qui vont clairement dire, mais là, en fait, on fait plus de l'histoire de la France. Ce qu'on apprend à nos enfants, c'est plus l'histoire de la France, et on a peur justement de ne pas être assez patriotique. Et du coup, à chaque fois, on change les programmes selon ce que là-haut, en fait, au gouvernement, clairement, ils veulent qu'on apprenne. Parce que c'est pas nouveau. La jeunesse, on n'est pas dans un totalitarisme en 1870 ou quelque chose comme ça. Mais on est en train de se former, enfin, on se forme à cet âge-là, donc c'est facile
transmettre les volontés politiques, enfin, comment dire, de nous, on est malléable en fait, clairement. Donc, je voulais juste dire ça. Et qu'après, enfin, oui, jusqu'en 95, 80 à 95, c'était un peu ça. On se tourne vers d'autres, on se tourne encore vers nous-mêmes. On rédige encore un peu un roman national. Et jusqu'à 95. Alors 95, en fait, j'ai pas vraiment vu pourquoi ce tournant. Moi, j'ai pensé directement au discours de Chirac et tout. Parce que je me suis dit, c'est lui le premier qui a vraiment dit ce qui s'est passé clairement avec les Juifs et tout. Du coup, je me suis dit, peut-être c'est ça qui a fait qu'il y a eu un tournant, je sais pas clairement. Oui, depuis les années 70, on a eu beaucoup cette vague qui a commencé à détruire ce mythe résistentialiste. Et puis même, on ne peut pas réduire l'histoire, je pense, qu'à une cause et un effet. Hein. Il y a toute cette vague aussi d'ouverture sur le monde. Hein. Cette fin de cet isolationnisme d'après-guerre où on était renfermé sur notre vision résistentialiste. Donc il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte, effectivement. Mais ces dernières années, la libération de la parole, de la mémoire, ça fait aussi beaucoup et ça joue beaucoup, notamment sur ça, je pense. Ce que tu dis, c'est vrai que l'histoire est très très politique, et c'est pour ça que les réformes des programmes font souvent beaucoup de débats et sont systématiquement l'objet de critiques, parce que l'histoire est politique et perçue comme politique par beaucoup de gens. D'ailleurs, pour nos étudiants de licence qui nous regardent, hein, si vous avez des devoirs préparés, que vous trouvez un bouquin historique, vous n'aurez pas la même vision si vous prenez un livre d'un historien qui se positionne dans un certain courant politique ou dans un certain courant de pensée. C'est important à regarder aussi, parce que voilà, rien n'est absolu, et surtout pas l'histoire, qui est souvent sujette à interprétation. Il faut l'éviter au maximum, mais l'histoire est toujours un enjeu politique. C'est ça. Toujours l'histoire de son temps, il y a toujours plus ou moins des arrière-pensées dans la façon de regarder l'histoire. Il n'y a pas une façon unique de voir l'histoire. Hein. C'est souvent ce que je crois qu'on l'avoir tous dit. Dire l'histoire, c'est un accident. S'il y a 4 personnes à un carrefour, s'il y a 4 personnes aux 4 coins du carrefour, les gens ont vu 4 accidents différents. Pourtant, c'est le même. Il faut essayer d'être au 2e étage, d'essayer de voir ce qui s'est vraiment passé. Mais c'est très difficile. Donc voilà, c'est de tout temps en tout cas. Et pour juste la seule chose finalement, pour pouvoir essayer d'atténuer cet effet-là, ça s'appelle l'esprit critique. Et donc de pouvoir croiser les sources, croiser les points de vue pour essayer de se faire après son point de vue. Alors, Monsieur Tessier, vous avez une question dans le chat. Que pensez-vous du programme d'histoire à l'école? Je pense qu'on va se... Oui, c'est assez rare, peut-être dans le secondaire. C'est vachement là. Bon, après, ça fait un petit moment quand même que j'enseigne plus dans le secondaire. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu de sacrés retours de balancier. Donc, c'est vrai que tu as très bien dit. Donc, on est sorti de l'histoire franco-centrée. On est allé vers l'histoire, un peu une histoire ouverte, c'est bien. Peut-être qu'à un moment donné, on est allé un peu trop loin, quoi. Parce que si on finit par raconter l'histoire de tout le monde, mais pas de celle d'ici, ça ne sert plus à grand-chose, quoi. Donc, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une tendance, avec le dernier ministre, d'essayer de revenir donc, à une histoire nationale. Nationale, c'est pas un gros mot, quoi, ça veut dire une histoire de France. Et donc voilà, mais bon, moi je regarde, pas sur les programmes du secondaire, je regarde depuis maintenant 30 ans sur les étudiants qui arrivent dans la première année d'histoire. Ça, il faut le dire, c'est pas que le niveau n'a pas baissé, il s'est effondré, quoi. C'est ça le truc. Voilà, c'est vraiment le problème. Je pense qu'il y a un problème d'exigence dans le secondaire, au-delà des programmes, quoi. Et c'est vrai que, vous êtes venu en histoire, vous étiez motivé pour ça, mais vous avez dû voir de grandes disparités entre ceux qui avaient un intérêt personnel pour l'histoire, donc avant même de passer le bac, quoi. Puis ceux qui avaient que leur bagage du secondaire. Et c'est vrai que c'était des bagages assez légers, quoi. Donc c'est vrai, après je ne veux pas faire mon vieux coulant, quoi. C'est vrai qu'on voit je les ai encore, les manuels de mon époque, ce qui n'est pas non plus, je ne remonte pas à Clovis, ni même à Charles-Martel, mais c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup plus de matière dedans. Enfin, peut-être que c'était qu'on ne le digérait pas, quelque part on ne le digérait pas, après je ne sais pas si c'est l'absolu, quoi. Et moi, en tant que professeur de l'université, depuis pas 30 ans, depuis 25 ans que je suis à l'université, je suis un peu lycée avant, c'est vrai qu'il y a une évolution. Donc, et je pense qu'au-delà des programmes qui viennent, qui changent, ça, c'est presque normal, il y a, je crois, à la sortie, un problème
après, je pense qu'il n'y a pas de cause unique, c'est toujours pareil en histoire. Je pense aussi qu'à une époque, bon, moins de 20 ans, etc., la télé était un vrai outil peut-être de propagande. C'est vrai, il n'y avait qu'une chaîne, hein, et puis c'est une chaîne d'État. C'était la France du général de Gaulle. Mais du coup, la télé était aussi là pour faire de l'éducation populaire. Moi, je me souviens de séries de l'époque. Les Rois Maudits, par exemple, c'était chaud quand même comme sujet. C'était ce qui se passait juste avant la guerre de 100 ans, puis c'était du théâtre filmé. Dans la cour d'école en CM2, on parlait que de ça, quoi. De toute façon, on n'avait pas le choix, il n'y avait pas Hanouna, hein, c'est sûr qu'il y avait qu'une chaîne. Et on a dit, moi je suis Robert Dartois, moi je suis Philippe Lebel, et puis moi les Anglais, je vais leur péter la gueule. Donc voilà, c'était ça. Donc là, maintenant, on n'a plus trop l'équivalent, c'est sûr. Quoi. Donc voilà, donc, ce que je pense des programmes, il faudrait remettre un peu plus de matière, quoi, un peu plus de fond. Et moi, bon, je pense aussi qu'on vienne aussi sur l'histoire de France, quand même. Parce que je pense que pour s'ouvrir aux autres, il faut savoir où on vient, quoi. Il faut savoir aussi qui on est. Donc voilà, c'est aussi ça. Je pense que c'est très joli l'idée de dire, on va parler un peu de tout le monde. On parle un peu de tout, on parle surtout de rien. Quoi. Donc, moi, c'est mon point de vue. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, je pense que c'était relativement complet. Et du coup, il y a des commentaires, du coup, notamment sur les programmes à l'école et tout ça, sur les partages des valeurs de la République. Et ça me fait penser, du coup, à cette polémique qu'il y avait eu dans les années 2000 sur le rôle positif de la colonisation dans les programmes scolaires, qui avait fait énormément débat. C'était en 2005 ou 2006, je crois, une loi, et les professeurs aussi. C'est un projet de loi qui n'a pas été voté, je crois. Non, qui n'a pas été annoncé. Il y a eu un gros blocage de la part de la communauté pédagogique qui ont réfuté tout ça. Ben, le problème de l'histoire, c'est l'excès. C'est-à-dire que l'histoire, moi, c'est mon point de vue, depuis que je la pratique, ça fait quelques temps. Moi, j'ai jamais vu une période qui était ou toute blanche ou toute noire. Quoi. Je veux dire, il y a toujours des trucs plus ou moins négatifs, plus ou moins positifs. Des fois, ça s'attend plutôt vers la gris sombre ou vers le clair. Mais c'est ça. Alors, c'est vrai que, moi, je prends l'exemple de la résistance. On a parlé du résistentialisme. C'était, en 1945, on était tous résistants. Les Français, tous derrière de Gaulle, tous résistants. Et puis, il y a eu un retournement, un peu dans les années 80, puis encore plus 95, tu l'as cité avec Chirac. Ben là, on était tous collabos. C'est-à-dire, on a tous des salauds de collabos, par quelques très rares exceptions, on avait tous collaboré à la solution finale. Quoi. Donc voilà, c'est aussi faux l'un que l'autre. Hein. On fait la Seconde Guerre mondiale ensemble, je vous dis. En gros, il y avait 5% de vraie résistance, 5% de vrais collabos. Entre les deux, il y avait 90% qui disaient il faut manger ce soir. Quoi. Et parce que c'est ça la réalité historique. Donc voilà, après l'histoire, c'est facile de la faire après, c'est facile de la faire donc après. Donc après, là, le problème pour la colonisation, c'est on aborde un autre problème, c'est les enjeux de mémoire. Et pour moi, la mémoire, c'est pas l'histoire, parce que la mémoire est sélective. C'est ce que je l'ai déjà dit en cours. Et le propre de l'historien, c'est de voir donc quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'est le contexte de l'époque. Moi, je suis partisan de dire que ça ne sert à rien de vouloir condamner une époque 50, 100 ans ou 200 ans après, c'est ridicule parce qu'on n'est pas dans le même schéma. Et donc, la question de la colonisation revient à ça aussi. Il y a des mémoires de la colonisation. Si on va parler de la guerre d'Algérie à un harki, il y a un Algérien qui a combattu pour la France, à quelqu'un qui était dans le FLN, c'est-à-dire ceux qui ont combattu pour chasser les Français, ou à un pied noir qui est né de parents, de grands-parents en Algérie et qui a dû prendre sa valise et s'en aller en 62, ils ont vécu la même guerre, mais ils n'ont pas vécu de la même façon. Et puis surtout, 50, 60 ans maintenant après, il n'y a pas la même mémoire. Donc c'est vrai que pour les uns, dire la colonisation c'était tout noir, ou il y avait des points positifs, là, c'est évidemment un enjeu de mémoire. Le rôle de l'historien, c'est de dire, c'est pourquoi la colonisation, pourquoi on est allé là-bas, dans quel contexte, qu'est-ce qu'on y a fait, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal. Parce que là, il y a tous ces éléments-là. Et je pense que c'est important, justement, d'essayer d'avoir, je ne dirais pas l'objectivité, il n'y en a pas, mais d'avoir suffisamment de points de vue pour essayer de se faire une idée. Je suis totalement d'accord. Merci. Je partage cet avis, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Et donc du coup, justement, par rapport à ces conflits, Tom, tu as une bien sûr de la fiction. Si on parle de mémoire, qu'on parle de tout ça, de roman national, alors moi je vais sortir un peu de la France, parce que,
J'ai pu travailler l'an dernier avec Monsieur Tessier sur plusieurs sujets qui tournaient autour de l'histoire du cinéma d'animation. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais vous poser une petite devinette. Est-ce que vous connaissez le point commun entre Fantasia de Walt Disney, les pubs pour des cigarettes et l'antisémitisme? Ouais, ça donne un régime avec un petit moustachu à la tête, j'imagine. Alors pas vraiment, ici on va se poser un petit peu avant. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 3 personnages, puisque le thème de l'émission, c'était les transitions. Et quoi de mieux que pour parler de transition que de parler de la naissance d'une industrie. Alors en fait, aujourd'hui, je suis aussi étudiant de Master Fiction. Dans Master Fiction, on parle beaucoup d'industrie créative. Aujourd'hui, c'est un terme qui est utilisé. La fiction, la création est une industrie. Et ça, depuis qu'on est rentré dans un monde libéral. Monsieur Lérigal, si vous me regardez. Donc du coup, moi, j'ai envie de vous parler de plusieurs personnages et j'ai envie de vous parler de la naissance d'une industrie créative, celle du cinéma d'animation en Allemagne. Parce que j'ai travaillé sur l'Allemagne, donc voilà. Donc les 3 personnages dont j'ai envie de vous parler, alors je suis désolé en avance pour toutes les personnes qui ont ne serait-ce que parlé de 3 phrases d'allemand dans leur vie pour ma prononciation, mais j'ai envie de vous parler de Hans Fischer-Kausen, j'ai envie de vous parler de Oskar Fischer, et j'ai envie de vous parler des frères Fischinger, qui sont des personnalités importantes du cinéma d'animation allemand. Alors aujourd'hui, quand on pense cinéma d'animation, tout de suite en tête, on a des films comme La Reine des Neiges, comme Soul qui est sorti récemment, comme voilà, on a des grands films en tête, l'animation japonaise aussi qui est absolument énorme. Mais à l'époque, disons que l'animation, c'était pas trop ça. L'animation, c'était encore un truc sur le côté, un truc de saltimbanque. Pour beaucoup, c'était même pas un art, c'était très particulier. Et en fait, l'animation, elle a trouvé ses lettres de noblesse, en tout cas ses débuts, dans la publicité. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a plus tant de publicité animée que ça. Il y en a quelques-unes. Aujourd'hui, je pense que tout le monde voit les personnages M&M's qui sont en 3D, qui sont des pubs en animation. Il y a pas mal d'exemples. Mais à l'époque, vraiment, les premiers animateurs ont pu travailler dans la pub. Alors à la base, c'était des artistes, ou des journalistes, ou des gens qui travaillaient dans des agences de communication, qui se sont dit, bah tiens, c'est marrant, pour faire de la publicité, rajouter un petit côté un peu magique, un petit peu particulier, on va commencer à faire de l'animation. Alors au début, c'est très simple, c'est de l'animation stop motion, c'est des toutes petites boucles qui tournent, et en fait, petit à petit, les gens se font la main comme ça, en travaillant directement sur ces pubs-là. Alors je ne peux pas vous montrer l'image parce que ça va être un peu compliqué, ça va être un peu long, mais si jamais vous voulez aller regarder l'œuvre de Hans Fischer-Kausen, par exemple, je trouve que c'est celle qui est la plus impressionnante et qui nous parle le plus aujourd'hui actuellement, n'hésitez pas. Donc la publicité en Allemagne, au début des années 30, on commence à voir apparaître des petites animations, et les spots d'animation qu'on a, la plupart, c'est pour des marques de cigarettes. Alors pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de pubs pour des marques de cigarettes à l'époque? L'industrie du tabac, c'est une industrie qui est ultra importante. On a besoin de faire consommer les Allemands parce qu'on est dans une période économiquement pas incroyable, au début des années 30. On est dans une période économique difficile et du coup, on a des publicités, on cherche à faire des choses un petit peu originales. Donc on a une marque de cigarettes qui s'appelle Murati en Allemagne qui va commencer à faire des petits spots avec de l'animation. Donc on va avoir un spot avec une personne qui fume et puis la fumée se transforme en danseuse. Alors c'est assez rigolo à voir aujourd'hui, surtout si vous êtes habitué à regarder de l'animation. C'est-à-dire que c'est vraiment la même boucle qu'on a copié-collé une dizaine de fois et qui tourne pendant toute la pub. Mais c'est super intéressant à regarder encore aujourd'hui. Et en fait, petit à petit, on a des animateurs qui se forment, des gens qui commencent à faire de la publicité comme ça et qui vont réussir à imposer un peu une vision, à commencer à travailler leur style. Parmi ces personnes, on a Oskar Fischinger, qui est considéré comme un des pères du cinéma d'animation abstrait, qui lui fait de l'art abstrait, c'est-à-dire il fait des travaux sur la synesthésie, donc il va faire apparaître des couleurs, des sons, il met des trucs en relation, c'est assez joli, mais dans les années 30 en Allemagne, l'art abstrait commence à être un peu moins bien vu, on va dire, avec l'arrivée justement du personnage dont je parlais tout à l'heure, et dont on ne va pas prononcer le nom parce qu'on est on va avoir des limitations de tout ça. Et en fait, Oskar Fischinger, typiquement, c'est un mec qui voit le potentiel du cinéma d'animation, il se dit, tiens, je vais faire des pubs, je vais me montrer des trucs comme des pubs, mais en fait, il n'y a pas vraiment de produit, c'est-à-dire qu'il va produire des études. Si jamais vous voulez aller voir les études d'Oskar Fischinger, on peut en trouver quelques-unes sur Internet. Et en fait, il commence à faire ses pubs, sauf que
au milieu des années 30, il commence à être un petit peu enquiquiné par justement certaines personnes qui considèrent qu'il fait de l'art dégénératif. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il prend directement la première offre d'emploi qu'il a, et puis il ira se consoler aux États-Unis en allant travailler sur des petits films dont Fantasia et Pinocchio pour Walt Disney, sur lesquels il travaillera vraiment sur la couleur. C'est-à-dire que les scènes de Fantasia où vous voyez Mickey qui travaille vraiment, il y a vraiment un travail sur l'image, le son, et bien ça, c'est la patte d'Oscar Fischinger qui est arrivée sur le film et qui sera super influente sur certains films, mine de rien. On ne dirait pas comme ça, mais quand on regarde un peu, on a des petites références. Alors lui, il ne sent pas, mais il y en a qui restent. Et pour les gens qui restent, c'est un peu particulier parce que quand on est un artiste et qu'on est face à la mise en place d'un régime totalitaire, il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire que soit on rentre dans le moule, soit on a des soucis. Et il y en a, ils décident de rentrer dans le moule ou de délocaliser pour ne pas avoir des soucis. Et en fait, ils vont avoir une chance, une très grande chance en Allemagne, c'est que les dirigeants allemands de l'époque, et ceux qui resteront les dirigeants jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils aiment bien, ils aiment beaucoup le cinéma d'animation, ils sont ultra fans de Walt Disney, ça j'en parlerai peut-être un peu plus la semaine prochaine, et du coup il y a une animation qui commence à se développer. Alors on a les premiers petits films d'animation qui commencent à apparaître, c'est des films qui durent maximum une dizaine de minutes, mais par exemple on va avoir par Tischmeyer des représentations d'anciens contes, donc l'histoire de l'arbre qui voulait de jolies feuilles, donc c'est une histoire très mignonne où un arbre est un peu triste de ses feuilles, donc du coup il fait le vœu d'avoir des feuilles en or, et puis un matin il se réveille et vu qu'il avait des jolies feuilles en or, on lui a volé toutes ses feuilles, du coup maintenant il n'a plus de feuilles et il est triste. Sauf qu'on va les réinterpréter pour rester dans la vague de l'époque, c'est-à-dire que la personne qui va voler les feuilles d'or, vous vous doutez bien qu'elle va avoir une certaine religion. On va avoir vraiment ce genre d'évolution. Et d'un côté, c'est assez grave parce que mine de rien, ça renvoie des messages antisémites très graves aux enfants, et ça renvoie des messages aux enfants qui sont, voilà, les enfants voient ça et ils assimilent tout ça. Et d'un autre côté, il y en a qui vont travailler et essayer de faire des choses qui se détachent vraiment des idéologies de leur temps. Et plus on avance dans le temps, plus le régime demande aux animateurs de travailler pour eux. Et avant d'entrer dans la guerre, et avant que les premiers studios d'animation soient créés, on a un petit truc qui est assez exceptionnel et qui m'a beaucoup surpris quand je tombais dessus, c'est qu'on a en fait des simulations de vol faites par des animateurs. Donc le régime va embaucher des gens, on est en 1938, on est en pleine préparation de la guerre, et en fait on va avoir des cartes interactives, des cartes animées, qui vont défiler en vue d'avion avec les espaces stratégiques à bombarder pendant la guerre. Donc l'animation, le cinéma d'animation, avant même sa naissance en tant qu'industrie en Allemagne, est déjà utilisé par le régime dans des logiques de publicité, de propagande ou des logiques stratégiques. Alors pour avoir les premiers films qui ne sont pas vraiment influencés par le régime, il faudra attendre un petit moment, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, on va avoir notamment Hans Fischer-Clausen qui va réussir à faire des films commandités par le régime tout en étant subversif, ce qui est quand même assez fort. Et on va avoir d'autres réalisateurs, on reparlera de Tischmeyer, on reparlera de Fischer-Clausen, dans la naissance vraiment des premiers studios d'animation allemands, dans le but de concurrencer Disney, qui était petit à petit interdit en Allemagne. Je garde ça pour plus tard parce que je ne veux pas être trop long et je ne veux pas ennuyer les gens. Mais du coup, la semaine prochaine, j'essaierai de vous parler de la naissance des premiers studios d'animation allemands et de rentrer un petit peu dans le détail de ces œuvres en essayant de vous montrer au moins quelques images. Merci Tom. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat par rapport à ça, peut-être sur cette chronique qui vient de vous être présentée? Et du coup, moi, une question personnelle, c'est que est-ce que il y avait des choses un peu plus cachées, des petites anecdotes un peu plus intéressantes qui remontaient les hauts dignitaires nazis qui du coup aimaient bien ce cinéma d'animation, comment ils arrivaient à se le procurer s'ils interdisaient Disney sur leur territoire? Exactement. Alors on a eu en fait un questionnement, il y a eu vraiment une espèce de guerre médiatique autour de Blanche-Neige et les Sept Nains. Blanche-Neige et les Sept Nains, quand le film sort, c'est une révolution absolue dans le monde du cinéma. C'est absolument phénoménal, hein. C'est un truc incroyable, les gens n'arrivent pas à y croire. On utilise le Technicolor, c'est un film en couleur, ça chante, c'est beau, il y a une belle histoire qui est racontée, et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, même s'il a vieilli, Blanche-Neige, on peut le regarder sans trop être gêné en fait. Hein. C'est vraiment un très 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 grand film, un film fondateur. Quelle année Blanche-Neige, c'est le milieu des années 30. Donc on est vraiment très tôt, on est vraiment à la naissance du cinéma d'animation. On avait des petits courts-métrages qui avaient été réalisés, mais là Disney arrive et pose vraiment un standard qui va marquer tout le monde.
marqué tout le monde à tel point que le ministre de la propagande, le futur ministre de la propagande du régime en question, Joseph Goebbels. ouais, mais typiquement, c'est. Voilà. Ah, J'essaye de tourner autour pour pas tirer. Ouais, donc ce charmant monsieur, dans son journal, eh ben, on va retrouver des commentaires, par exemple, sur ce film, qu'il considère comme alors, si je me rappelle bien, c'est un chef-d'œuvre réalisé avec un véritable amour de l'homme et de la nature, une œuvre majeure, un plaisir artistique infini. Donc on est vraiment sur une citation comme ça. Derrière, on sait que lui et son patron étaient très fans de Mickey, puisque par exemple, pour Noël, on offrait au dictateur 12 dessins animés de Mickey, et il passait la soirée de Noël à regarder les dessins animés de Mickey, et il se tapait des bonnes barres, quoi, hein, il s'amusait bien, il était là, c'est super marrant, c'est super. Et en fait, donc la diffusion de Blanche-Neige a été compliquée en Allemagne, parce qu'en fait, au moment de la diffusion de Blanche-Neige, aux États-Unis, les États-Unis commencent à se dire tiens, c'est un petit peu problématique ce qui se passe en Allemagne, il y a des petits soucis. Est-ce qu'on ne commencerait pas à faire de la propagande anti ces gens-là anti ces gens-là. Et du coup, eh ben, la société de production qui s'occupe de tout ça, elle s'appelle RKO, et c'est la même société qui diffuse Blanche-Neige. Et là, du coup, bah, ils sont emmerdés, les dignitaires allemands, parce qu'ils se disent comment on fait. Parce qu'on ne peut pas autoriser la diffusion de Blanche-Neige sans autoriser la diffusion de films anti-nous. Du coup, ce qu'ils décident de faire, c'est qu'ils interdisent la diffusion de Blanche-Neige, mais le dirigeant a quand même très envie de voir les films de Disney dont il est éperdument amoureux. Et on va mettre en place une branche des services secrets qui s'appelle le Disney Forschung et qui en fait a pour objectif de faire parvenir des copies des films. Donc à l'époque, les films c'est Blanche-Neige, c'est Pinocchio, c'est Fantasia, on est au tout début de Disney. Et bien ces films, on va essayer de les faire passer. Alors il y a tout un système en passant par la Suède. Les services secrets sont vraiment mobilisés pour que le dirigeant puisse avoir ses bobines et qu'il puisse regarder les films. Mais en fait, ces films le marquent tellement qu'on a retrouvé des trucs très surprenants, on va dire, puisqu'on a en 2008 le conservateur d'un musée en Norvège, un musée de la Seconde Guerre mondiale, William Hackvag, qui va à une vente aux enchères à Berlin, et qui pour son musée fait l'acquisition d'un tableau peint par un artiste malheureux qui finira par faire des petits dégâts en Europe, on va dire. Et en fait, il va acheter ce tableau. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais pas tout à l'heure, c'est Voldemort. Ouais, c'est vrai, c'est un peu Voldemort. Le Voldemort du XXe siècle. Disons que c'est un mot un peu compliqué sur le truc, donc j'évite de faire ban de la chaîne. Dès le troisième trim, ça fait pas mal. Donc du coup, voilà, et en fait, il va acheter un tableau peint par cette personne. Et il voit que le cadre n'est pas fou, donc il décide d'enlever le cadre, et derrière le cadre, il trouve des petits dessins signés AH. C'est juste signé AH, attention. C'est vraiment la signature qu'il y a. Et sur ces dessins, on peut voir les 7 nains. On peut voir des nains qui sont peints. Alors il me semble qu'on a simplé, on doit avoir Normer, et en fait, on a des dessins de ces personnes qui mettent en avant des œuvres. Qui mettent en avant des œuvres de Disney, des imitations de personnages de Disney. Donc il y a vraiment une fascination du régime pour Disney, et à tel point que quand Disney se retrouve à être interdit, il y a une énorme partie du budget du ministère de la Propagande qui est consacrée à la création d'un studio d'animation, la Deutsche Zeichenfilm, qui va être directement géré par le ministre de la Propagande, et qui tente pendant toute la Seconde Guerre mondiale de produire des films pour concurrencer le géant américain. C'est incroyable comme anecdote. C'est une super histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé le mémoire l'année dernière de Tom, parce que vraiment, il y a des choses inattendues dedans. On découvre toujours l'histoire. La semaine prochaine, j'essaierai de vous parler un peu de ces nouveaux studios qui arrivent et des films qui en sortent. Ouais. Du coup, j'ai une question dans le chat. Comment réagissaient les États-Unis lorsqu'ils se faisaient voler les films par les Allemands? Ils ne se faisaient pas voler les films par les Allemands, en fait. C'est-à-dire que, déjà, Walt Disney en soi n'était pas forcément contre les Allemands de l'époque, on va dire. Walt Disney, on sait qu'il avait une certaine manière... il avait certaines opinions politiques. Hein. Walt Disney, il y a beaucoup de théories sur son antisémitisme, sur son rapport avec le régime à l'époque. Il y a l'histoire de Leni Riefenstahl, qui était une actrice et réalisatrice allemande très importante, qui a été, après la réalisation du film sur les Jeux Olympiques de 1936, qui avait été blacklistée par tout Hollywood, mais pas par Walt Disney. Pas par Walt Disney, qui lui continuait à l'accueillir parce qu'il il trouvait que c'était injuste ce qui lui arrivait. Il y a eu beaucoup de théories, et en fait, ils ne volaient pas les films, ils les achetaient. C'est-à-dire qu'ils achetaient des films, ils les faisaient passer par la Suède, et juste
le dirigeant récupérait les bobines et Copie privée. pour son plaisir personnel. Voilà. Il n'y avait pas une histoire de vol, il n'y avait pas de piratage en ligne à l'époque, il n'y avait pas de en ligne à l'époque, et le piratage, c'était des gens avec des cache-œils et des perroquets. Donc, ils ne savaient pas ce que c'était. Mais du coup, ouais, il y avait effectivement ce truc. On achetait des bobines, on les faisait parvenir. Si c'était les services secrets qui s'en occupaient, c'était pas pour les voler, c'était pour que personne capte que le dirigeant allemand regardait ces films-là, parce qu'ils étaient interdits pour le reste de la population, donc déjà c'est pas cool. Et puis en plus, comme le dit Ken Aliénor, il y a une histoire de soft power américain qui touchait l'Allemagne à l'époque, qui commençait à toucher l'Europe. Et c'est vrai qu'un dirigeant allemand qui préfère regarder les productions américaines que les productions de son propre pays, ça aurait été un petit peu compromettant, surtout dans une politique ultra-nationaliste et ultra-production allemande, tout ça. Enfin, voilà, on peut comprendre qu'ils ne voulaient pas trop que les gens captent ça. Ben, merci pour cette réponse hyper intéressante, Tom. Moi, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est les films d'animation type Blitzwolf, je ne sais pas si je Ouais. l'aime bien, parce que clairement, je trouve que c'est hyper intelligent. Enfin, j'ai pas dit que c'était bien et tout, mais je veux dire, c'est hyper intelligent de partir sur quelque chose de la culture, populaire, on va dire. Bon, les trois petits cochons avec le loup et tout, et de caricaturaliser justement des personnages. On comprend tous que le méchant loup, clairement, c'est Céline dont tu n'oses pas dire le nom. Et voilà, c'est juste, je pose ça là, je me fais même plus qui c'est le réalisateur. C'est des films que Disney a produits justement dans le cadre sous la tutelle du gouvernement américain, dans le cadre de la lutte idéologique qui s'opérait déjà à l'époque. Il y en a eu plusieurs, il y a eu Blitzwolf, il y a eu Making of, il y en a eu plusieurs, il y en a eu pour pousser les enfants, pour les enfants, en fait, pour pousser les enfants à convaincre leurs parents d'acheter des dettes d'État. Donc d'acheter des petits billets de dette, machin. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est dans un film comme ça que Picsou fait sa première apparition. À l'époque, il ne s'appelait pas encore Picsou, mais c'est un film où justement Donald hésite à payer sa partie de la dette américaine, et puis il a d'un côté le gentil américain, bien américain, qui a les bonnes valeurs, etc., et de l'autre côté le vieux ripou, tout ça. Donc c'est la première apparition de Picsou. Avant même qu'il ait son nom ou quoi, c'est le proto-Picsou, on va dire. Et oui, il y avait cette production-là, et de l'autre côté, l'Allemagne a voulu répondre avec des trucs similaires. Mais le problème, c'est que à l'époque, Disney avait déjà plusieurs années d'expérience et des équipes colossales, alors que l'Allemagne n'avait pas de budget, pas d'expérience et pas d'équipe. Donc forcément, il y a des petites disparités de qualité. Voilà. Eh bien, je crois qu'on arrive du coup sur la fin de notre émission. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Merci Tom, merci Marie, merci Monsieur Tessier pour vos participations et vos chroniques très intéressantes. On attend vos retours sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, 14h, sur Unimweb TV. Merci à tous. Merci, Au revoir. Au revoir.